Comment Chris, youtubeur à plus de 3 millions d'abonnés, recrute-t-il pour sa chaîne YouTube Poisson Fécond et son entreprise Le Kundar? Un grand merci à Elsa et Mao, les deux responsables du recrutement qui travaillent avec Chris de façon étroite depuis plusieurs années, qui ont accepté de discuter sur ce sujet, qui nous ont donc ouvert les portes de l'envers du décor, de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de leur entreprise. Dans cette discussion, il y a des perles, notamment les entretiens originaux que Chris a tentés au cours des années de la chaîne YouTube, par exemple certains d'un départ, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc si les thématiques du recrutement ou de l'entrepreneuriat t'intéressent, cette vidéo et ce podcast peut t'intéresser. On est donc parti pour ce deuxième épisode du podcast Secret de recrutement. On s'intéresse à la chaîne de Poisson Fécond de Chris et on est avec Elsa et Mao. Première question, est-ce que le process est toujours le même ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Sachant qu'à l'époque, c'était 4 étapes, c'est des questions sur un formulaire, test de compétences, mini-entretien s'il y a beaucoup de candidats et entretien à la fin. Est-ce que c'est toujours le même ou ça a changé depuis? Je commence, Mao, si tu veux. Oui, pour le coup, Et, j'aurais rien à dire dessus. ouais, non, bah, en fait, je crois que depuis, on n'a pas fait de recrutement, ou alors ils étaient déjà en cours à l'époque, donc ça a vraiment pas beaucoup évolué. Ça fait déjà un petit moment, je pense qu'on est sur ces 4 phases-là, qui évoluent un petit peu au fur et à mesure des recrutements, mais là, on est toujours sur une phase de questionnaire, une phase de test de compétences, des entretiens courts, souvent en visio, et des entretiens longs après IRL dans les locaux. Ouais. Voilà, je pense que ça n'a pas changé. Donc ça c'est cool. Et justement, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Une des grosses questions que je me suis posée, c'est un process qui est original. Maintenant, vous avez quasiment 30 questions pour certains des questionnaires. Peut-être que c'est Mao qui pourrait nous en dire plus sur l'origine du process. Est-ce que c'était déjà comme ça quand tu es arrivé ou non? Mais comment est-ce que ça a évolué au fur et à mesure? Est-ce qu'il y a justement des choses qui ont marché vachement bien et vous dites ça, on continue, il y en a d'autres qui n'ont pas marché? Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur l'historique? Alors moi, de mon expérience déjà, le premier entretien que j'ai passé avec Chris date d'il y a, je pense, 5 ans. Donc c'était le tout début des entretiens, c'était vraiment la nouvelle refonte du Kundar et ça ressemblait pas du tout au processus qu'on a là maintenant. Moi, c'était juste... il y avait déjà des tests de compétences assez originaux que j'ai passés, et puis j'avais eu un entretien avec Chris qui était unique et qui avait duré à peu près, qui était long, qui avait duré peut-être 1 heure et demie. Donc c'était quand même des grandes plages horaires qui étaient accordées aux entretiens à l'époque. Et c'était des questions assez classiques avec quelques questions pièges et de déstabilisation à l'intérieur. Par exemple, il fallait répondre à une suite de calculs rapidement et reposer une question tout de suite après pour avoir une réponse spontanée. Enfin, ils testaient des petites mécaniques originales déjà, mais bon, la structure était quand même classique. Et je pense, le questionnaire, je ne sais pas de quand ça date. Ça doit faire quoi? Peut-être 1 an maintenant qu'on l'utilise, Elsa? Ouais, moi j'étais déjà là, en fait, ça s'est mis en place une fois que j'étais arrivée pour gérer les recrutements, et ça s'est mis en place il y a quoi, 1 an et demi à peu près, je Ouais, pense. quelque chose comme Après ça. le premier confinement, je crois. Ouais. Et avant ça, en fait, d'où l'idée du questionnaire c'est parti. Moi, je ne pourrais pas te dire parce que c'est vraiment une idée de Chris, je pense. C'est possible qu'il ait pris exemple sur des choses, je ne sais pas, chez les Américains ou quoi, mais nous, on sait pas d'où ça vient, c'était vraiment sa volonté. Mais après, le processus de recrutement en 5 ans, qu'est-ce qu'il y a eu comme étape? Je pense qu'en fait, on s'est... Ah oui, il y a eu les étapes où on faisait les entretiens en buvant des coups. Vraiment? T'étais pas là, Elsa, mais Non. il y a toujours eu une volonté en fait de rendre ça assez informel, et on préfère que ça prenne la forme d'une discussion plutôt que d'un entretien question-réponse assez formel, assez froid, parce qu'on veut que la personne elle ait déjà un aperçu du genre de monde dans lequel elle va mettre les pieds et du genre de l'entreprise, quoi. Et du coup, il y a une époque, les entretiens, on faisait venir les gens systématiquement sur place, et les derniers candidats, on leur proposait de se donner rendez-vous dans un café, et on payait la tournée, et on passait 1 heure à discuter, et on en faisait 3-4 de suite, 3-4 de suite comme ça. Ça, c'était déjà pas commun du tout. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'il y en a qui prenaient beaucoup trop de temps, et en fait, c'est beaucoup plus difficile de congédier quelqu'un quand tu es assis à la terrasse d'un café que quand tu es dans un environnement de type professionnel, quoi. Et je pense que c'est avec le Covid et le confinement et le fait de commencer à être forcé de faire des entretiens à distance que du coup, on a vraiment décidé de changer le processus et de voir comment l'optimiser. Je pense que ça a été ça le déclic en vrai. Ouais, moi je me souviens de quand on a embauché notre dernière illustratrice, du coup Lily. C'est après ça que ça a évolué, et je pense qu'effectivement pendant le confinement, on a géré beaucoup d'entretiens en visio, et on n'avait pas encore la phase de questionnaire, on fonctionnait sur CV, lettre de motivation et après les tests de compétences et tout. Et les entretiens qui étaient certes un peu plus décalés par rapport au processus habituel, mais
on a eu tellement de candidats, je pense que Chris a fait évoluer le format des recrutements après ça. Parce que moi, j'y suis pour rien non plus. C'est lui qui a dit on va faire des questionnaires et on l'a élaboré ensemble, quoi. Mais en soi, ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de candidats à l'époque et ça faisait énormément de travail de recrutement. Donc, on a un peu plus voilà, contrôlé le Il y a un système, moment, quoi. c'était obligatoire. Il y a trop de monde. Je sais pas, en moyenne, combien on a de réponses à chaque embauche? Tu sais, toi, Elsa? Au niveau des questionnaires, ça se compte en milliers de réponses. Et ceux qui finissent le questionnaire, parce qu'il y a du coup des réponses qui font le tri, qui sont éliminatoires et tout. Et du coup, on se retrouve avec quelques centaines en général de candidats. Et on va trier ensuite les candidatures à la main. Et là, on va faire demander des tests de compétences qui nous permettent de réduire à plusieurs dizaines ou 20 candidats à peu près. Et ensuite, les entretiens courts, puis les entretiens longs. Et normalement, il ne nous reste qu'une personne à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a du monde. C'est fou. Et donc, à cette première étape où il y a encore plusieurs centaines de personnes après le questionnaire, je vais t'amuser à faire 2 fois pour voir les questions éliminatoires, justement, pour voir si Ah j'étais oui, pris ou oui. non. Ouais, Ouais, si tu le repasses, tu les vois. oui, oui, absolument. Bah, déjà, de toute façon, bon, je fais pas mal enfin, vu que je connais pas mal de process de recrutement, je les voyais la première fois, mais j'y répondais bien. Puis après, je me suis demandé est-ce que ça nous bloque vraiment ou pas? Et oui. Donc, c'est bien fait. Il vous reste plusieurs centaines de candidatures. C'est un travail comment de revue de ces centaines de candidatures? C'est chacun va s'en prendre 50 et après, on prend chacun un top 10 et puis on refait un tour? Ou c'est une personne qui va tout faire pour le même poste? Comment vous vous organisez? Alors, aujourd'hui, je crois que on a modifié un petit peu les questionnaires pour qu'il reste moins de monde, parce qu'au début, vraiment, quand il nous restait une centaine ou 150 candidatures, ça faisait beaucoup, beaucoup. Et du coup, il y avait des questions ouvertes à la fin qui nous permettaient de lire les réponses des candidats. Et des fois, on voyait que les profils n'allaient pas coller, on les éliminait comme ça, mais c'était dur de faire le tri avec autant de candidatures, quoi. Donc on a reposé des questions en plus pour automatiser un peu plus et qu'on ait moins de tri à faire. Ça prenait des heures et des heures, quoi. Pour des profils en plus souvent tous très intéressants, donc c'est encore plus difficile de faire un choix. Mais oui, ben, en fait, on a plusieurs milliers de personnes qui candidataient, et quand il en restait, oui, une centaine ou plusieurs centaines, on triait plutôt à la main, hein, il me semble. Enfin, Mao, je sais que tu n'as pas trop fait les questionnaires, je crois, mais... Non, non, moi, j'ai jamais mis la main sur les questionnaires. Moi, à partir du moment où les questionnaires ont été mis en place, moi, c'est plutôt les tests de compétences et les entretiens qui sont devenus mon Ouais, lot, et c'est toi, tu vrai. as hérité du Oui, débroussaillage. oui, attends, Je j'essaie de me suis d'accord souvenir comment je faisais à l'époque. Non, non, mais oui, on les faisait à la main, quoi. Souvent, on était... Alors, il y en a que j'ai traité toute seule, où je lisais toutes les réponses et je faisais un peu valider à Chris les profils retenus. Et sinon, des fois, ça dépendait des postes. Par exemple, si on recrute un commercial et on a déjà un commercial dans la boîte, on va voir ça à deux pour que lui aussi, il étudie les réponses ouvertes, vu que c'est plus son domaine que le mien. Donc, souvent, je ne suis pas toute seule sur ce plan-là. Ouais, 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 non, ça fait sens. Il y avait, je crois, l'exemple du monteur dans la vidéo, justement, qui allait revoir notamment la partie, j'imagine, test de compétences, où Mm. là, c'était un extrait, de refaire une intro avec de faire un petit peu de dérochage. Ah oui, Euh, c'est vrai. et comment ça se... Parce que les tests de compétences, pour le montage, c'était facile à comprendre, hein, ça s'imagine bien, mais après, quand il y avait, par exemple, la responsable du bonheur, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme test de compétences pour une responsable du bonheur? Enfin, vraiment, j'étais très curieux, ça c'est personnel. C'est quoi les types de tests de compétences qu'on peut faire à ce niveau-là, même pour toi, Elsa, je me demande, tu avais fait quoi à l'époque, quoi? C'est pour assistante de direction, qu'est-ce qu'on peut demander? Moi, à l'époque, on m'avait demandé Oh, ça effectivement... me- Non, mais alors, moi, j'avais eu 2 phases de test de compétences en plus et je n'étais même pas prévenue. Il y avait une première phase où on m'avait demandé de réaliser, voilà, une lettre type pour répondre à, je ne sais plus quel mail ou je ne sais pas quoi. Il y avait eu rédiger un début de vidéo, parce que je pouvais peut-être être amenée à écrire des scripts, pour voir aussi mon niveau de rédaction. Et il y avait un troisième truc. Mao, c'est pas toi qui me l'avais fait faire le test, je sais plus ce qu'il y avait. Bah, si. Bah, je sais que je les ai corrigés en fait. Enfin, je les ai corrigés, je les ai relus, les tests de compétences. Je me souviens du tien et que effectivement, c'était pour évaluer la capacité à rédaction, Ouais. à écrire de manière fluide, compréhensive, à voir quels éléments tu mets en avant ou pas dans la communication avec les potentiels clients qu'on a pour les opérations commerciales et tout. Oui, Il il y y avait avait de ça qui ça était aussi. évalué. Ouais, il y avait ça qui était évalué. Bon, en gros, j'avais eu un test de compétences qui ciblait plutôt les qualités, les compétences rédactionnelles. Et pendant l'entretien long aussi en IRL, Chris, non mais à peine arrivé, il m'avait dit
Bah Elsa, tu vas prendre ton téléphone, tu vas dans l'autre pièce là-bas, puis je vais t'appeler, on va faire un call comme si tu étais assistante de direction. Et je t'ai pas prévenue, moi, je suis trop stressée. Mais du coup, ça a été une autre part du test de compétences que j'ai fait lors de l'entretien. C'est adapté en fonction des postes, en fait, Et je c'est pense. incroyable. Il t'a posé quoi comme. Enfin, si tu peux en parler, il t'a posé quoi comme question, par exemple, au téléphone pour te dire quelle première tâche il t'a dit de faire Bah en fait, il m'a fait un call comme si j'avais quelqu'un qui voulait proposer une opération commerciale sur la chaîne. En réalité, c'est notre commercial qui gérait ça à l'époque, mais je pense que c'était plus pour voir comment je me débrouillais et si j'avais une connaissance du milieu sur YouTube et tout, comment se gérer un peu ces opérations-là. Et puis comment je m'en sortais aussi au niveau de l'oral au téléphone, comme ça, Ouais, sans entraînement. faut aussi préciser qu'à l'époque, il était question que dans ton poste, il y a une partie de représentation de l'entreprise aussi sur les salons, sur les conventions et tout. Mm. Et je pense que c'était ça qu'il voulait évaluer aussi, ta gestion du stress, ta gestion de l'oral, Ouais, ta c'était manière de te ça. positionner face à quelqu'un d'extérieur à la boîte, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc j'avais eu deux petites phases de compétences comme de tests de compétences. Et en fait, pour revenir plus globalement à chaque poste, je pense qu'on adapte un peu en fonction de chaque poste. Ah Tu oui, oui, parlais bien sûr. de responsable du bonheur. Bah, je crois que les tests se sont faits lors de l'entretien long, en fait. Hein. Je sais plus s'il y avait. Non, il y avait eu une phase écrite de comment vous organiseriez. Je sais plus ce que c'était exactement les tests de compétences. Je pense que les tests de compétences de responsable du bonheur, ils se font sur l'organisation et l'événementiel. Oui, c'était ça. On demandait C'est ça des qui est idées. évalué. Voilà, c'est ça, des idées d'activités, comment tu les mettrais en place, qu'est-ce qui te semble important de valoriser dans l'entreprise pour veiller au bonheur de chacun, etc. Ce genre de trucs-là, il me semble. Oh, mais ça a l'air d'être complet. Et pour toi, deux tests de compétences, dont un surprise, ça doit être intéressant quand on arrive à l'entretien. Vas-y, mets-toi là-bas. Allez hop, c'est parti, simulation. Ah, moi, j'étais trop stressée. Ah oui, tu m'étonnes, Bichette. Une dernière question sur les entretiens, parce que as mentionné, Mao, qu'il y avait eu pas mal d'entretiens de type décalé, beaucoup d'expérimentation par Chris et par vous pour essayer de faire des choses, pour voir si ce qui peut marcher, ce qui peut ne pas marcher avec les entretiens avec des bières et autres. Est-ce qu'il y a d'autres types de tests intéressants qui étaient faits, qui sont plus faits ou qui ont été gardés, des choses qui t'ont marqué? Non, pas vraiment. Là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. C'est vrai que le faire déjà à l'extérieur, c'était une expérience parce que des fois, on se retrouvait à manger en même temps, enfin, avec des gens qu'on ne connaît pas, mais on passe une heure ensemble et on essaie de. C'était vraiment pour voir si une ambiance très, très décontractée, ça pouvait apporter plus de dialogue, parce que souvent, les gens lisent beaucoup leurs discours en entretien et nous, on a vraiment besoin de voir la personnalité. Enfin, dans un milieu de créatifs, on a tous des personnalités très différentes et des fortes personnalités. Et du coup, c'est obligé d'être un petit peu un critère de recrutement chez nous. Et du coup, c'est difficile de pouvoir se rendre compte de ça quand les candidats en face, ils lisent beaucoup, ils sont très académiques, très voilà. Et du coup, on essaie de rendre ça un petit peu informel pour pouvoir un petit peu plus creuser la personne et les intérêts qu'elle a en face de nous. Donc, on avait testé ça et c'était bien. En vrai, il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles on ne le referait plus maintenant, si ce n'est que ça fait quand même perdre un petit peu de temps. Mais si, mais bien sûr, je dis n'importe quoi. Bien sûr, une expérimentation. Bien sûr. Peut-être tu vas penser la même chose que moi, parce que j'en ai une Mais en oui, tête depuis tout à l'heure. mais oui, vas-y, dis-le, bien sûr, évidemment. Le recrutement de Thomas, par exemple, Le en recrutement. extérieur. Oui. Alors, en gros, Thomas, c'est un de nos monteurs chez nous aujourd'hui, et on a eu une phase où on faisait des sortes de jeux de pistes en extérieur. C'était à ça que tu pensais, Mao? Ouais. Oui, oui, je pense. Euh, C'était exactement ça, où on donnait rendez-vous aux candidats à un endroit de Lyon, puisqu'on est basé à Lyon. Et c'est moi qui allais rejoindre cette personne. J'avais un élément sur moi qui était reconnaissable, comme un grand chapeau ou un truc comme ça. Et j'allais donner un mot à la personne. Ça allait être un jeu de piste. Il allait devoir partir, je sais plus où, compter, je sais plus quoi, sur quel bâtiment de Lyon, et puis revenir parce qu'il avait trouvé l'adresse comme ça. Enfin bon, toute une sorte de jeu de piste qui était mis en place. Mais c'était un peu chronophage. Je pense qu'on a changé. Alors pourquoi est-ce qu'on a changé? Oui, parce que ça prenait quand même du temps, et c'est drôle et c'est original, mais on n'en découvrait pas tant sur la personne au niveau voilà, de la personnalité et tout. Mais c'était hyper drôle, en vrai, de mettre ça en place. Très Et ça, original, hein.
Je sais pas, je crois que la réception des candidats aussi était pas mauvaise, mais ils comprenaient pas trop non plus l'intérêt Oui, de la chose, quoi. Et ça bah s'entend. c'est oui, clairement. Et puis c'est vrai que c'est un peu perturbant si tu es déjà stressé qu'on te dise bon Mm. bah tiens, je te donne un papier, démerde-toi avec. Bon, c'était un peu Pas forcément les meilleures conditions pour, pour enchaîner voilà, après. C'est c'est ça. tellement drôle. C'est presque, a posteriori, on pourrait dire que c'est presque une activité en fait d'intégration. Mm. Ouais, Euh, un petit peu. mais c'est vrai que pour un entretien, je me mets à la place d'un candidat qui arrive, on te donne un papier. Euh, Oui, après on Ouais, était toujours bienveillants, oui, mais c'est oui. vrai que oui, j'arrivais pas. Enfin, tout se passait très bien en général, mais c'est vrai que ça peut être un peu stressant. Mais au moins, non, les gens savaient où ils mettaient les pieds, quoi. Ah Ça oui, donne clairement, tout de suite. ça donne le ton. non, c'est cool. Je vais juste dire une petite anecdote pour vous, parce que comme ça pour égayer aussi un peu et partager, ça ressemble beaucoup à pas mal d'entretiens qu'on peut avoir en Australie où les règles sont, enfin, on essaie d'avoir un ton beaucoup plus souple tout de suite. Mm. Ils veulent vraiment, on peut appeler les directeurs par leur prénom, c'est très classique ici. Et je me souviens que pour mon précédent travail, c'était le dernier entretien. J'hésitais, donc on m'a dit on peut faire une dernière discussion, et c'était tombé le 2 janvier parce qu'ils voulaient finir ça avant la fin des vacances. Il me dit bon, écoute, viens le 2 janvier, j'habite à tel endroit, on se prend une bière dans le bar d'à côté, il n'y a pas de souci, tu viens comme tu veux, moi je serai en short claquette. Il est venu en short claquette, le directeur qui dirige un business à plusieurs centaines de millions. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, il m'avait dit de venir en short claquette. J'étais venu en short claquette aussi. Ce qui est très. Ah, c'est trop drôle. J'étais tellement stressé qu'il y avait une amie d'amis qui était serveuse à ce moment-là, et je l'ai même pas reconnue parce que j'étais juste focalisé sur tu prends les verres, tu fais ouais, le boss, tu fais pas de bêtises. Ouais. Ouais, Ah, bah, c'est tu vois, trop drôle. c'est le genre de choses qu'on fait aussi. Enfin, en tout cas, on se formalise pas. Je crois pas qu'il y ait une seule fois où on soit formalisé de la tenue de quelqu'un à un entretien. On Jamais. s'en fiche complètement. Enfin, toutes les conventions sociales qu'il y a autour de ce genre de moment, on préfère aller à l'essentiel plutôt que de se formaliser de ce genre de trucs. Donc, Oui, clairement. Non, C'est trop très drôle bien. en tout cas comme anecdote. ouais. C'est Ouais, original, j'aime bien. ouais, j'ai eu le poste au final, donc ça s'est bien passé, quoi. Bien joué. Euh, alors, ça, c'était la première partie, surtout l'aspect process, donc merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Je vais venir maintenant plus sur l'aspect les candidats qui ont pu vous étonner dans le bon comme dans le mauvais sens. Est-ce qu'il y a eu des candidatures qui sont vraiment différenciées malgré le process qu'il y avait en place? Est-ce qu'il vous arrive régulièrement ou à certaines occasions d'avoir des candidatures vraiment très marquantes? Et on va mettre celle d'Elsa à côté parce que tu es là, donc on ne peut pas parler de ta candidature vu que tu as rejoint les rangs. Mais est-ce qu'il y a des candidats qui vous ont particulièrement impressionné ou qui sont un peu sortis des sentiers battus pour vous répondre? Vas-y, Mao, si t'as une idée. Euh, j'ai pas énormément d'exemples précis en tête, parce que quand même souvent les gens sont des gens qui connaissent la chaîne et qui ont tendance à être impressionnés et impressionnables quand même quand ils se retrouvent en entretien face à Chris, donc il n'y a pas de grandiloquence énorme non plus. Après, moi, la candidature peut-être qui sortait un peu des clous qu'on a eu récemment, c'était une candidature de scénariste qui avait construit, je crois que c'était son CV et sa lettre de motivation, comme un jeu de piste ou une présentation d'escape game. Et, du coup, c'était assez sympa. Enfin, visuellement, il y avait un vrai effort pour s'intégrer au truc et tout. Ça, c'était chouette. Après, on privilégie les compétences, donc c'est bien d'être original, mais ça fait pas toute la candidature, évidemment. Sinon, à part ça, des candidatures vraiment marquantes. J'ai plutôt d'exemples dans le mauvais sens de trucs qui ont pu être un peu rédhibitoires pour nous. C'est par exemple les gens qui se rendent sur place directement en pensant que ça va forcément faire bonne impression et que ça va montrer leur engagement, tu vois. Bah, nous, on n'a pas d'accueil, en fait, dans notre structure. On n'a pas d'accueil. Il y a quelqu'un qui toque à la porte, il se retrouve directement au milieu de l'open space où tout le monde travaille. Il n'y a pas de réceptionniste pour l'accueillir. En fait, ça vient plus nous déranger et nous mettre mal à l'aise qu'autre chose. Et donc, ce genre de candidat, on ne sait pas trop comment gérer et comment interpréter cette façon de faire parce que c'est vachement intrusif pour nous. On n'est pas une structure publique, on n'accueille pas de public, en fait. Et des fois, en pensant bien faire, bah, en fait, ils se grillent un petit peu parce que c'est un peu trop pour nous et ça montre qu'ils n'ont pas bien compris quel genre de structure on était, tu vois. Ouais, après, on est compréhensif dans le sens où ça se fait dans certaines structures. Donc, moi, je trouve pas ça rédhibitoire non plus, mais c'est vrai que ça apporte pas forcément.
parce qu'en soi, on ne peut pas les accueillir. Donc souvent, ils toquent et on dit ah bah bonjour, ils disent qu'ils postulent pour tel poste et ça dépend à quel stade on en est. Mais souvent, il y a déjà trop de candidats encore pour que moi je remette la personne vis-à-vis de son profil sur Internet, quoi. Et du coup, on l'accueille, on dit bah merci beaucoup d'être passé, c'est gentil, et la personne repart. Parce qu'on ne peut pas lui faire rencontrer Chris, par exemple, et lui organiser un entretien comme ça, tu vois, c'est pas possible. Et comme dit Mao, et la personne arrive direct dans les locaux, au milieu de l'open space, et souvent, on ne sait pas trop comment réagir, nous, de notre côté aussi. Après, c'est marrant. c'est louable de vouloir faire le déplacement. Pardon, je t'ai coupé. Ah non, mais c'est vachement intéressant parce que c'est pas usuel comme retour, le fait de pas justement venir en... Enfin, on peut entendre souvent des conseils, va sur place, va me donner ton CV. C'est ça. Et là, c'est l'inverse, quoi. Ouais. Et en fait, il y a pas mal de trucs comme ça, je pense qu'on sera amené à en parler plus tard, de choses qui, en fait, on peut penser que c'est ça qu'il faut faire, et on a tendance à apprendre aux gens que c'est ça qu'il faut faire. Mais pour moi, il faut faire le tri en fonction du type de structure chez laquelle tu postules, ce qui sera adapté et à propos quand tu postules pour une banque, par exemple, qui est un endroit où il y a du public qui passe, etc., où ça peut être bien de venir montrer ton visage une fois. Bah, c'est pas du tout applicable à des structures comme la nôtre. C'est pas pareil, et des fois, c'est un petit peu regrettable que des candidats... et je comprends que ce ne soit pas forcément évident pour tout le monde tout de suite, de faire la différence et d'adapter sa candidature et ses méthodes en fonction de ça, quoi. Ouais, c'est vrai que par exemple, une structure où il n'y aura pas tant de candidats que ça pour un poste, apporter son CV et ça les démotive en personne, ça peut être un vrai plus parce qu'on remet plus facilement la personne. Là, dans notre cas, c'est beaucoup plus difficile à appliquer, je trouve. Parce qu'il y a tellement de monde qui postule et de toute façon, on a tout déjà en ligne vu qu'on fait tout passer en ligne. Donc, C'est ça, c'est que des fois, trop en faire, des fois, ça peut payer. Ça me fait penser à une candidature qu'on a eue aussi, des fois, des gens qui envoient à répétition le mail. Qu'il envoie, parce qu'ils pensent que parce qu'ils n'ont pas de réponse, ça doit être parce qu'on ne l'a pas vu, tellement on doit recevoir de candidatures. Sauf que c'est pas ça, on n'a pas répondu parce qu'effectivement, on a 2000 candidatures à gérer et que celle-ci n'est pas intéressante. Et c'est pénible d'avoir le mail qui revient, quoi. Et bon, bah, ça peut pas marcher comme ça. C'est pas une bonne première impression, en tout cas. Et vous en général, pardon, mais sur ça, vous ne faites pas un retour justement au candidat lorsqu'il va postuler plusieurs fois? Si, justement, c'est ce que j'allais dire en réponse à Mao, qu'en général, on fait évidemment des retours pour les refus, pour que le candidat soit au moins informé. Mais c'est vrai qu'au tout début du processus, quand il y a des milliers de candidats, on ne peut pas se permettre, surtout que ça passe pas par mail, ça passe par un questionnaire. Là, maintenant, oui. Oui, maintenant oui. À l'époque, c'est vrai que je ne sais plus trop comment ça se passait. Mais aujourd'hui, quand les personnes répondent au questionnaire, ceux qui finissent pas le questionnaire parce qu'ils ont mis des réponses qui ont été triées, on ne peut pas les contacter parce que rien qu'on n'a pas les coordonnées qui sont demandées à la toute fin du questionnaire. Donc, sur les 2000, 3000 qui répondent au questionnaire, on ne peut pas répondre à tout le monde. Et il y en a des fois qui vont envoyer des mails, comme dit Mao, parce qu'ils ont voulu postuler via le questionnaire et malheureusement, ce n'est pas passé. On voit pas qui c'est parce qu'il y a eu tellement de postulants que c'est un peu délicat de répondre à tout le monde. Après, à partir du moment où le profil a été un peu retenu, où on demande des tests de compétences et tout, on répond à tout le monde, évidemment, c'est plus correct. Même si des fois, il y en a qui passent entre les mailles du filet et ils nous relancent et là, on répond, évidemment. Mais c'est toujours difficile hein, quand tu as beaucoup de candidatures de répondre comme ça aux différentes personnes. Vraiment, c'est... Ouais, on s'y perd. Ouais, c'est compliqué. Et oui, du coup, je pensais moi, avant que le questionnaire ait été mis en place, la manière de postuler, c'était que simplement, on avait une adresse mail dédiée et les gens envoyaient leur candidature sur cette adresse mail. Ouais. Donc, tu te tapes déjà la lecture de centaines de mails et quand, au final, tu as 10 fois le mail d'une même personne qui a voulu se donner 10 fois plus de chances que les autres, bah, c'est pas du tout bien reçu. Ouais, non, mais je comprends. J'ai pas encore cette problématique-là, mais en effet, c'est difficile. Il y a beaucoup de systèmes RH dans les grandes entreprises qui vont avoir des systèmes de mail automatiques, mais c'est pas... Ouais, c'est pas... Pour une petite structure, c'est manuel, quoi. Ouais. Oui, on les traite manuellement. Donc, Non, dur. Et mais ça, c'est un super exemple pour à la fois une bonne candidature et des mauvais. Toi, de ton côté, Elsa, il y en a d'autres de candidatures, à part ceux qui viennent toquer à la porte, qui t'ont marqué, soit positivement, soit négativement?
Alors, j'en ai pas forcément qui me viennent en tête. Moi, je sais que les candidatures marquantes en bien, souvent, on les remarque au moment des tests de compétences. Là, j'ai pas forcément d'exemple du tout, mais en général, c'est des profils qui vont se donner vraiment à fond et on va recevoir des tests de compétences hyper beaux, hyper travaillés, hyper poussés et ça fait toujours ultra plaisir. Et du coup, oui, comme disait Mao, le scénariste là, qui avait fait un truc sous forme d'escape game et tout, c'est incroyable ce genre de truc un peu, enfin, hyper original, quoi. Encore plus original que le processus en lui-même. Donc Le temps investi. ouais, le temps investi, c'est fou. Et du coup, ça, c'est très marquant et très positif. Mais là, j'en ai pas forcément qui me viennent en tête. Non, ça fait sens. Et en général, vous attendez combien de temps justement euh, de préparation et de travail des candidats qui vont postuler sur le bilan, enfin sur la vérification de compétences? Parce que ça peut être un point qui peut être un peu. Des fois, les personnes n'ont pas forcément le temps. Comment est-ce que vous gérez ça? Tu veux dire au niveau des délais qu'on laisse pour les tests de compétences? Oh, ouais, c'est ça. C'est deux choses. C'est le délai. C'est est-ce que vous laissez 24 heures en mode comme ça, on vous vérifie vraiment que c'est la personne. Non, Vous donnez non, une non, à deux quand même. semaines et vous dites on attend à ce que tu fasses 1 à 3 heures de travail. Ça prend combien de temps à peu près une personne en général? Pour le coup, moi, j'ai pas mal bossé sur l'élaboration des tests de compétences. Généralement, souvent, les tests de compétences qui demandent vraiment de l'investissement, c'est ceux pour les rédacs ou les illustrateurs. Parce que là, on demande un travail quasiment fini pour pouvoir évaluer. Enfin, en fait, c'est différents exercices, mais qui chacun quand même demande plusieurs heures de travail. Donc, on a bien conscience que c'est conséquent. Donc, déjà, il y a tout un jeu d'équilibrage dans la préparation du test. Moi, je me suis déjà retrouvée à essayer de dessiner des trucs moi-même pour voir si c'était vraiment réalisable parce que j'avais des doutes sur le fait qu'on demande quelque chose de vraiment viable, quoi. Et non, les délais, c'est plutôt de type 1 semaine, voire 10 jours. En s'assurant généralement qu'il y a un week-end aussi dans les jours comptés pour que si jamais la personne elle travaille, elle puisse avoir le temps quand même d'y passer son week-end. Et après, tout le monde ne libère pas le même temps et n'en a pas la possibilité. Mais après, quand on veut un travail, on se libère le temps aussi. Moi, j'ai dû le faire aussi pour pouvoir avoir mon poste. C'est des heures à consacrer en plus, mais je pense qu'une semaine à 10 jours, pour les 3 exercices qu'on demande généralement, je pense que c'est jouable même avec un emploi du temps chargé et c'est important que ce soit le cas quand même, quoi. Non, ça fait sens. Ça fait sens et c'est. Dans certains pays anglo-saxons, c'est plus un problème. C'est pas trop répandu en France. Enfin, j'ai pas l'impression, mais c'est un pays anglo-saxon où ils vont utiliser ça pour faire du vrai travail Ouais, non, à ça, des non. futurs candidats. Et ça, c'est pour ça que la question peut être dans la tête de certaines personnes, mais clairement, non, c'est pas Bien du tout sûr. l'optique ici. Jamais on ne réutilise les tests de compétences qui sont donnés par les candidats. On les trie, on les regarde et enfin, on les passe en revue justement pour la suite du recrutement, mais jamais c'est utilisé. Non. Et généralement, on précise, enfin, moi, il me semble que dans ceux que j'avais fait, on précisait d'ailleurs que c'était pas du travail déguisé et que ce serait pas réutilisé. Et la question m'a été posée il y a pas longtemps d'ailleurs dans le recrutement, le dernier recrutement en date que j'ai fait, je crois, c'était celui de Vanille, la community manager. Et le test de compétences que j'avais préparé, elle devait me présenter une stratégie de com pour un projet, mais que moi j'avais complètement inventé, avec une direction artistique complètement inventée, qu'on n'utiliserait jamais pour un véritable projet. Mais elle m'avait quand même posé la question quelques jours après son arrivée de savoir si on allait vraiment travailler sur ce projet-là. Et je lui avais dit, mais non, mais pas du tout. Pas du tout. Je ne me serais jamais permise de te faire travailler comme ça gratuitement. Ça n'aurait pas été éthique une seule seconde de te présenter ça pour un vrai projet. Donc, c'était complètement inventé. Donc, désolé si ça t'a plu, mais ça ne va pas exister, en fait. En Oui, non. général, on le précise quand même Oh, c'est Mm. cool, hein. C'est dans les pas, c'est mails. pas si courant que ça du tout de le préciser en vrai. Enfin, de ce que j'ai. Ouais, c'est vraiment cool. Euh, pour partager un autre truc, juste pour vous, j'avais fait un test comme ça technique chez une boîte d'IT, chez Canva en fait. Je sais pas si vous Ouais, l'utilisez pour faire les miniatures. Voilà, j'avais postulé chez eux tout le en. temps. Je passe ma vie dessus, c'est génial. Ouais, c'est incroyable. J'ai envie d'en parler pendant des heures, j'adore. Ok, je fais toutes mes miniatures sur Canva aussi, donc Oui, j'aime oui, bien beaucoup. sûr. Et j'avais postulé chez eux, mais du côté donc data engineer, et ils m'avaient fait faire un test. Et en fait, le test, c'est un problème qu'ils avaient déjà résolu. Et ils étaient très clairs là-dessus aussi en disant voilà, on a déjà résolu ce problème avec le même type de jeu de données, et on va te faire travailler dessus pour voir si tu arrives à quelles conclusions Mm. tu peux réussir à trouver. Et je trouve ça aussi intéressant de dire bon, dans les deux cas, c'est pas utilisé, mais au moins c'est quelque chose qui c'est quelque chose de réel, enfin qui peut quand même De s'appliquer. Et on peut concret. voir voilà, on peut voir Ouais. les compétences quoi.
Bien sûr, oui, oui, complètement. Ok. Super. Dernière partie, c'est une partie plus courte. C'est deux questions sur les conseils que vous pourrez avoir. D'abord, pour une personne qui candidaterait chez vous, justement, quels conseils vous donnez en général au candidat avant qu'il commence, enfin, qui va commencer à se mettre dans le process de recrutement, à remplir le questionnaire des 30 questions? Bah, vas-y, Elsa, commence parce que moi, j'ai fait des pavés là-dessus. Oui, oui, c'est vrai. Oui, on a réfléchi un peu à cette question avant. Bah, pour ma part, j'ai surtout un conseil qui s'appliquerait notamment lors des entretiens, qui soient courts ou longs, c'est de pas trop se stresser. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de candidatures, des fois, voilà, de candidats qui sont un peu stressés. Et c'est vraiment dommage parce qu'ils peuvent être amenés à perdre leurs moyens. Et nous, on comprend totalement qu'il y ait une dose de stress, hein. Même moi, j'ai été stressée lors de mes entretiens. Enfin, c'est vraiment normal. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment dommage parce que ça ne permet pas de cerner vraiment le candidat, le profil et la personnalité de la personne. Donc, on est juste humain et il faut bien se détendre pendant les entretiens. En plus, on les fait vraiment de manière informelle pour ça, pour que ce soit assez chill et qu'il n'y ait pas trop de stress et pas trop le côté entreprise formelle, tu viens en costard. Non, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Donc, ouais, rester détendu et ça nous permet aussi de mieux cerner la personnalité du candidat parce que c'est ça qu'on recherche, voir si il fitera bien avec l'équipe aussi dans le mood de l'entreprise et de comment on fonctionne, quoi. Voilà, je crois que j'ai que ça comme conseil. Essayez de pas trop stresser pour pouvoir justement montrer qu'il y en est vraiment, enfin, montrer qu'il y en est vraiment Ouais. pour pouvoir vérifier le fit avec avec le groupe et puis dans les deux sens. Oui, bah, c'est même dommage pour le candidat, de toute façon, s'il est trop stressé et que lui, il se dévoile pas euh, comme il est réellement. C'est dommage pour lui de ne pas montrer sa vraie personnalité, quoi. Donc, puis nous, on préfère ça, évidemment. Ouais, Voilà, ça fait Mao, sens. si tu as une Ouais, suite de moi, conseils à donner. là, finalement, ça rejoint des trucs dont qu'on a déjà un petit peu évoqué, mais c'est vrai que cette idée que le candidat se dévoile un petit peu à nous et qu'on essaie déjà d'établir une connexion pour voir si on pourra se comprendre ou pas quand on travaille ensemble, elle est vraiment très importante pour nous. Donc, moi, le conseil que je donnerais le plus important, c'est d'être 100% honnête sur ses attentes et sur ses capacités, ses compétences et tout, pour être sûr qu'on aille dans la même direction, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un candidat en face de soi qui a fait un bon test, qui a l'air d'avoir des choses à nous apporter et de ne pas comprendre ce que nous aussi, on va pouvoir lui apporter, parce qu'on ne comprend pas ce qu'il veut, ce qu'il demande, ce qu'il attend, et ce qu'il va être capable de donner, ce qu'il va préférer garder, etc. Moi, dans les entretiens, je suis souvent chargée de poser on divise en fait les questions par domaine et chaque intervenant, parce que généralement on est trois à faire passer les entretiens, a on va dire une série de questions qui lui est attribuée. Donc généralement, Chris, ça va être pour la présentation, l'expérience professionnelle, quelqu'un d'autre pour un petit peu plus de spécificité par rapport au poste, et moi je vais plus parler de la personnalité et de la façon de travailler en équipe et de communiquer. Bah, c'est super frustrant de poser ce genre de questions et d'avoir en face de soi quelqu'un qui lisse et qu'arrondit les angles au maximum par peur de dire quelque chose qu'il ne faut pas. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur dans un entretien de dire quelque chose qu'il ne faut pas, parce que plus on a peur de dire des bêtises, bah, en fait, plus on se cache. Et si on fait un entretien, c'est pour que les gens se dévoilent. Et s'ils font l'inverse, ça n'a aucun intérêt pour nous et on perd énormément de temps. Et on finit, après 1 heure d'entretien, à avoir posé des questions un petit peu personnelles, en précisant, en plus, je précise toujours que ce n'est pas des questions pièges, qu'il n'y a pas de mauvaises réponses, que c'est vraiment pour apprendre à se connaître et tout. On essaie de mettre en confiance. Et au final, si la personne, elle reste dans son cadre, bah, nous, on n'a aucun élément, on n'a aucune substance pour pouvoir décider derrière. Et du coup, souvent, bah, en fait, encore une fois, en pensant bien faire, les gens se cachent et se tirent une balle dans le pied, puisque c'est finalement pas les candidats qu'on va retenir, en fait. Ça va être oubliable très vite. Du coup, ouais, mon premier conseil, c'est d'être honnête à 100%. Et puis, si ça ne doit pas le faire, autant qu'on le sache tout de suite aussi, en fait. Parce que 3 mois après, c'est trop tard et c'est embêtant pour tout le monde. Ce que j'avais noté aussi. On a fait nos devoirs. Bah non, c'est vraiment, j'en suis flatté. Vraiment, c'est un honoré. Bon, on avait peur d'avoir des questions où on ne savait pas trop quoi répondre. On a préféré. Passer 10 minutes à réfléchir, Oui, c'est ça. ça aurait été chiant. Moi, j'avais noté, ouais, pareil, j'ai un petit peu évoqué de montrer qu'on sait dans quel monde on met les pieds, montrer qu'on a adapté sa candidature au type de structure à laquelle on fait face.
montrer qu'on, par exemple, avec les lettres de motivation, c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Et on a fait un travail a posteriori, Chris et moi, de passer en revue toutes les lettres de motivation des gens qu'on avait recrutés. Parce qu'on se posait la question, est-ce que la lettre de motivation, ça a toujours un intérêt dans le processus de recrutement aujourd'hui? Et on est allé voir si toutes les personnes qu'on avait recrutées, leur personnalité telle qu'on la connaissait maintenant, est-ce qu'on la trouvait déjà dans leurs lettres au moment où ils avaient postulé? Je ne savais pas que vous aviez ça. Oui, on a fait ça. Mais il y a longtemps. Il y a longtemps. Je ne sais pas si tu étais déjà là. Mais non, je ne pense pas que tu étais là. Et en fait, c'était marrant de voir que, par exemple, les bons auteurs qu'on a ici, leurs lettres, elles leur ressemblent, que les gens qui étaient un peu plus en retrait en termes de personnalité, leurs lettres leur ressemblent, et qu'en fait, si on voit des choses dans ces éléments-là qui sont importants, et qu'on ne voit pas si la personne envoie une lettre de motivation typée Google, et que ce genre de choses, ça se repère, mais immédiatement, quoi. Quand les réponses sont standardisées, quand la candidature est standardisée, en fait, ça ne dit rien, et surtout, ça montre que la personne, elle ne sait pas qu'elle va mettre les pieds dans un monde créatif où il va falloir se montrer. Il va falloir que la personnalité parle, et que c'est ça qu'on va lui demander aussi, ça va faire partie de son travail. Et du coup, c'est difficile de se dire que ces gens-là auront quelque chose à nous apporter à nous aussi, quoi. Du coup, tout ça pour dire que concrètement, comment est-ce qu'on montre dans quel monde on met les pieds? Je ne sais pas si j'ai noté des trucs pertinents par rapport à ça. C'est peut-être un peu abstrait ce que je raconte. Hein. Non, ça fait très sens. Ça fait vachement de sens. La lettre de motivation, ce que je dis souvent, c'est tu en as 95%, ça va être du normé type Google, et c'est en général quand tu postules à des entreprises qui le demandent sans même la regarder, du type des grands groupes industriels qui se disent on veut une lettre de motivation, pourquoi tu vas rentrer chez nous? Tu me dis bon, tiens, copier-coller, boum, ils ne vont même pas la regarder. Alors que pour vous, c'est un petit groupe, comme le dit, avec une patte créative extrêmement importante où chaque personnalité, vous allez vivre, pas vivre ensemble, mais un peu quand même. Et donc, il faut le montrer, quoi. C'est ça. Et du coup, moi, je considère que si du coup, tu fais ton travail de recrutement comme tu le feras dans une grande structure où tu sais que ça ne va pas être regardé, c'est que tu n'as pas compris l'identité de l'entreprise pour laquelle tu allais postuler. Donc, c'est qu'en fait, tu n'as pas fait cet effort de connaissance-là, que tu n'es pas allé voir les vidéos qui parlent de nous, que tu t'es pas renseigné sur l'ADN et les valeurs de l'entreprise, alors que tout est apporté sur YouTube. Et du coup, je me dis que la personne n'est pas vraiment intéressée, en fait. Et du coup, ça la dessert un peu facilement. Et troisième chose que j'avais noté comme conseil, c'est de ne pas trop monopoliser la conversation. Parce que c'est vrai que je me suis aperçue que ça avait été un défaut qui avait fait zapper plusieurs candidatures. Pas énormément, mais ouais. C'est vrai que des fois, il y a des gens, ils parlent, et en fait, ils ne font pas attention, à cause du stress, aux mouvements, aux signaux que nous, on essaie d'envoyer comme ça, pour dire on passe à la question suivante. On essaie d'allumer des petits phares, et ce n'est pas du tout vu. Presque avoir un panneau next question. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'essaies puis on veut pas être désagréable, quoi, mais il y a des fois, limite, on est un petit peu obligé, et même ça, la personne en face le voit pas, et du coup, faire attention à ce que le stress, il n'empêche pas de prêter attention à la personne qui est en face pour que ça se déroule bien, et que c'est pas le moment de trop s'étaler, de trop raconter sa vie. Il y a plein de gens qui attendent derrière. On essaie de faire des efforts déjà pour, avec toutes les questions qu'on pose, pas trop dépasser l'heure d'entretien. Du coup, ça peut être vraiment problématique quand on est obligé de zapper la moitié de nos questions parce que la personne, elle ne sait pas se réfréner elle-même. Et je pense que justement, le fait de... vous avez déjà un questionnaire à ce moment-là, les personnes elles peuvent prendre un peu plus de temps. Oui. Ouais, ça arrive avec le stress, ça peut arriver, c'est dommage, mais ça peut arriver. C'est dommage surtout que des personnes qui pourraient être un super profil se fassent savoir par ça. Une dernière question un peu liée, mais de l'autre côté, est-ce que vous auriez un conseil pour un YouTuber qui aimerait recruter sa soit première stagiaire, soit premier employé? Est-ce que vous aurez un conseil par rapport à comment s'y prendre? Donc forcément, je suis dans la situation actuellement, mais ça pourrait être pour moi ou pour n'importe quel profil de YouTuber qui monte, qui dit « j'aimerais déléguer un peu certaines tâches, comment est-ce que je sais à peu près comment m'y prendre, il faut que je prenne quelqu'un, mais est-ce que vous aurez des conseils à ce moment-là sur quoi faire, ou est-ce qu'il y a des ressources que vous conseillerez d'aller voir pour ne pas faire certaines erreurs classiques que vous aurez pu faire, vous? Vas-y, Elsa. Attends, je réfléchis. Je commence si tu veux. Si tu veux non, j'ai une idée, j'aurais tendance à dire ouais, non, vas-y.
Ouais, j'aurais tendance à dire, enfin, on m'avait transmis la question des leçons de recrutement qu'on aurait tirées, et du coup, je pense que ça se rejoint Absolument. un petit peu. Moi, en tout cas, ce que ça m'a appris, et ce que j'ai déjà discuté avec d'autres youtubeurs m'ont déjà posé ces questions-là, et je pense que je leur avais donné à peu près les mêmes réponses. Déjà, je pense que c'est une tendance dans les recrutements de plus en plus, mais c'est vrai qu'en fait, le fait de faire des recrutements, ça a montré à quel point le CV, On je sais s'en pas, fiche. à quel point le CV, en fait, on ne le regarde pas. Mm. Mais vraiment très peu. Et c'est hyper contre-intuitif parce que moi, dans tout le système scolaire et l'apprentissage qu'on a est focalisé là-dessus, sur le fait de faut essayer d'avoir des bons bulletins scolaires parce qu'on ne sait jamais pour les dossiers après. Mais pas du tout. Mais à aucun moment, en tout cas, nous, dans notre monde et dans notre domaine, pas du tout. Et en fait, ce serait de prêter attention aux candidatures autodidactes. Parce que, par contre, le fait de ne pas se focaliser trop sur le CV, même si c'est important de valoriser les études quand même, hein, il y a des choses, ça dépend du poste, il y a des postes pour lesquels ce n'est pas forcément remplaçable, mais il y a aussi des autodidactes qui, sur le papier, ne seraient pas forcément les plus avisés en termes de CV, mais qui, par contre, vont déboîter tout le monde sur les tests de compétences. Et en fait, les mecs, ça fait 15 ans qui se créent de l'expérience dans leur chambre, c'est des passionnés, et notamment quand on cherchait des profils pour les jeux vidéo, etc., on tombait sur des perles, mais que je pense beaucoup de recruteurs auraient mis sur le côté s'ils avaient regardé uniquement le CV et s'ils ne s'étaient pas plus intéressés au type de profil et aux compétences que la personne pouvait mettre sur le tapis. Et souvent en rédac aussi, les gens qui étaient les plus qualifiés sur le papier, ils étaient hyper décevants dans la pratique, quoi. Et ça a été une grosse leçon pour moi de me dire, ça m'a permis aussi de me rendre compte de mes propres compétences, que faut pas se sentir illégitime quand on postule quelque part, parce on sait pas qui il y aura en face, et peut-être que les gens sont bien moins qualifiés que ce qu'on imagine avec le CV qu'ils ont pourtant, quoi. Du coup, ouais, moi je dirais veiller au profil autodidacte et pas trop valoriser les CV parce qu'ils peuvent dire aussi tout et n'importe quoi, et que faut faire parler les compétences, et aussi de ne pas sous-estimer le deuxième conseil, pas sous-estimer l'importance et les répercussions que peut avoir une erreur de recrutement. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire, on va apprendre cette personne, on va essayer, et puis au pire, si ça ne fonctionne pas, et ben, ça ne fonctionne pas, et on recommencera dans 6 mois. Bah, si on travaille en équipe, surtout dans une petite structure, il ne faut pas sous-estimer que si ce n'est pas la bonne personne, ça peut détruire toute une mécanique, toute une dynamique de travail, et ça peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes que celles qu'on s'imagine. Du coup, il faut bien prêter attention aussi à la personnalité des gens, et au fait de savoir sur quelle base et sur quelle dynamique on part, et d'être sûr que ça convient à tout le monde, parce que les gens ne sont pas aussi remplaçables qu'on pourrait le penser, et que perdre 6 mois à former quelqu'un, c'est long et c'est pénible de devoir recommencer tout de suite après, et du coup, faut bien être vigilant par rapport à ça, quoi. Non, ça fait sens. Et juste avant de revenir sur toi, Elsa, juste pour rebondir sur une partie de la question que tu as dit, Mao, euh, pour ne pas trop valoriser, enfin, le CV a moins d'importance qu'on pourrait le penser, et justement, c'est les compétences qui comptent vraiment, et il peut y avoir des personnes autodidactes qui ont des profils et des compétences vraiment supérieures. Est-ce que ça veut dire que vous faites passer des tests de compétences à beaucoup de personnes? Comment tu fais pour le repérer? C'est grâce à ces tests maintenant que vous faites et avec les questions ouvertes, ou comment est-ce que tu arrives à passer outre en fait ce CV? Parce que c'est difficile de se dire, bon, je vais recevoir plein de CV, comment est-ce que tu fais pour passer au-delà, quoi, enfin, pour voir autre chose? Ouais, c'est pour ça que nous, pendant très longtemps, on a quand même accordé une vraie valeur à la lettre de motivation. Et que, en fait, les lettres de motivation, nous, on les lisait vraiment, on les regardait vraiment. En fait, c'est en se rendant compte que, en prêtant attention au CV, à la lettre de motivation, se dire qu'à chaque fois, le test de compétences et la lettre de motivation étaient les critères sur lesquels on allait définir la prise de poste ou pas, et jamais le CV. Et petit à petit, en se disant ça, on se dit, bon, effectivement, si on va axer notre méthode de recrutement sur l'évaluation de ces critères-là, et de cette vision-là que la personne a à nous apporter, parce que finalement, c'est ça qui fait la différence entre un profil et un autre, et pas du tout le CV, et pas tant que ça non plus l'expérience en réalité, à part pour certains postes, mais en vrai, l'expérience, il y en a qui arrivent à l'avoir sans avoir eu de patron, quoi. Donc après, avec le questionnaire, je pense, nous permet de voir ça. Je ne sais pas, Elsa, ce que tu en penses.
Oui, bah, avec le questionnaire, déjà, on demande plus de CV. Donc, en général, les gens décrivent un peu leur parcours parce dans les questions ouvertes parce que ça va être mentionné, mais il n'y aura pas du tout de CV. C'est vrai que là, tous les derniers recrutements qu'on a fait, on ne demande pas de CV, quoi. Et on se base uniquement sur les questions ouvertes qui font office un peu de lettre de motivation. Et après, sur le feeling avec la personne, les tests de compétences ouais, le feeling lors des entretiens. Et c'est ce que je voulais dire aussi comme réponse. Bah, Mao a un peu tout dit. Elle a mieux formulé ses phrases que moi. Moi, je ne savais pas comment les formuler. Mais effectivement, que le diplôme, on n'y prête vraiment pas tant attention que ça. Et ça nous permet parfois de dégoter des vrais passionnés, des perles qui sont dans l'équipe actuellement. Et c'est hyper important, je pense, de ne pas se focaliser sur juste le parcours scolaire. Nous, dans l'équipe, on en a beaucoup qui, moi y compris, hein, qui n'ont pas du tout de diplôme dans le domaine dans lequel ils sont actuellement. Enfin, moi, à la base, je suis en psychologie de l'enfance. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que je fais là en termes de diplôme, tu vois. Mais pourtant, je pense que j'y ai toute ma place et je ne suis pas la seule dans ce cas-là parce qu'on a tous développé des compétences et une passion pour ce milieu-là qui fait qu'on voilà, on travaille finalement bien et on a toute notre place ici. Donc, c'est hyper important et j'en avais retiré la même chose que Mao quand j'ai fait passer des entretiens, les recrutements et tout, que certains profils sont vraiment beaucoup plus intéressants alors que, enfin, au niveau des diplômes et de la formation, ils ont vraiment quelque chose de hyper différent, quoi. Donc oui, Mm. j'en avais retiré Voire la de même chose, rien. j'ai été très... Quoi? Voire des fois, il n'y a rien du tout, hein, quand même. Oui, Le meilleur programmeur qu'on ait eu, qui était vraiment un espèce de petit génie dans son domaine, il avait une formation de musicologie et c'était un autodidacte complet dans le domaine de la programmation. Et pourtant, le mec, il dépassait toutes les personnes en capacité qui avaient fait des écoles et tout, quoi. exactement. Ah, ça donne à réfléchir hein, sur, même pour moi, là, parce que c'est toujours dur de se dire, la barrière psychologique, le CV, c'est quand même facile, mais ça fait sens en même temps qu'en effet, enfin, clairement, le but, c'est de trouver quelqu'un qui a les compétences avec un bon fit. Et le CV en soi, on ne va jamais l'utiliser dans le monde du travail. Donc, bon, c'est un peu dommage de le l'utiliser en premier lieu. Enfin, voilà. Mais ouais. Après, ça dépend vraiment des domaines, hein. Nous, on est dans un domaine créatif où on peut se permettre de recruter en fonction de la passion et des compétences développées en autodidacte, alors qu'il y a d'autres domaines, je pense, où c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais nous, c'est vrai que vu que c'est un domaine créatif, c'est totalement faisable. Puis c'est quand même quelque chose qu'on regarde un petit peu. Enfin, quelqu'un qui a eu, qui est évidemment que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience a un poste vraiment similaire à celui qu'on lui demande, ça va attirer notre attention. Mais la plupart des candidatures qu'on a, c'est quand même des candidatures assez jeunes. Enfin, on a une moyenne d'âge qui est plutôt, on va dire, entre 25 et 35 ans, quoi, on va dire. Ça excède pas vraiment plus. Donc, c'est pas non plus des candidatures qui ont 15 années d'expérience à mettre sur le tapis généralement. Et c'est pas la première chose qu'on regarde. Mais on y fait attention quand même parce que je pense que les diplômes doivent quand Ça même peut être être un un peu plus. valorisés. C'est normal que quand on travaille des années à la fac, le minimum en tant que recruteur, c'est de prêter un minimum attention aux deux petites lignes sur le CV qui ont coûté tant de sang et de larmes à la personne qui a travaillé, quoi. Ça, Je sens que évidemment, tu parles à titre personnel. pas du tout. Mais ouais. Ouais, on a à peu près tout dit, je pense. Ok. Oui, Merci beaucoup en tout cas. Je vais dans ce cas-là, on va passer en off après, mais juste merci beaucoup pour votre temps, hein, Elsa, Mao, et pour tout ce que vous avez dit. Ça a duré plus longtemps que je pensais, donc non, vraiment un grand merci à votre préparation et à votre temps. bah Je t'en merci à toi. prie, à toi.